Chers amis de TV Liberté, nous filons tous trois au cinéma ce matin avec un nouvel invité que nous sommes heureux d'accueillir, Baudouin Lauzier, qui est réalisateur et qui a créé son studio, Saint-Louis Studio. Et bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez été au cinéma tous les deux voir De Gaulle. Moi, je l'avais déjà vu, Oui. j'en ai parlé la semaine dernière, donc à toi. À vous, Baudouin. De Gaulle, déjà le film en soi est plutôt bien réalisé, esthétiquement parlant. C'est somme toute très classique, avec des beaux plans, une belle photographie. Pour un film français... De beaux acteurs. Voilà. Très Lambert Wilson. Magnifiquement bien interprété par Lambert Wilson et Isabelle Carré, qui joue Il aussi est bien sa femme. maquillé parce que c'est pas Oui. trop, mais il a Tout une à fait, ressemblance. tout à fait. C'est-à-dire il est totalement crédible sans ressembler à De Gaulle. Tout à fait, exactement. Et il a aussi pris, j'ai l'impression qu'il a pris la posture un peu de De Gaulle dans sa façon de parler, dans l'intonation de ses phrases, quand il fait les discours aussi à la BBC. Et la taille aussi. La taille aussi, Il fait 1m90, donc il va pas loin. Et on va dire un film qui est bien fait, mais voilà, là où ça pêche, c'est que c'est la propagande historique qu'on nous bassine aujourd'hui à l'école. Ouais. Ça, Saint De Gaulle. voilà, c'est Saint De Gaulle qui a sauvé la France et le maréchal Pétain est celui qui l'a fait basculer, on va dire, vers la cohabitation avec Hitler. L'horreur. Voilà, l'horreur, de toute façon. Mais à part cet aspect-là, c'est un film qui est plutôt bien fait, mais c'est là où ça peut être dangereux. Non, mais c'est fait pour. Hein. Surtout qu'il touche pas trop dans la mesure où c'est quand même avant. Parce Oui, que voilà. Après, ça Non, aurait été voilà. très difficile. Effectivement, à il faire. ne parle que du avant. hein. Nous sommes le 18 juin ou le 17 juin. Ça se passe un peu avant aussi. et, ça se passe On avant. termine le 18 On juin. termine le 17 termine juin le 17 et juin. beaucoup de scènes de vie de famille avec Exact. sa petite Qui fille sont bien Anne. faites. Qui sont bien faits. Qui sont très bien C'est très faites. humain et ça montre effectivement le caractère, quoi qu'on en pense, je dis de De Gaulle, Oui. le caractère de l'homme vis-à-vis de sa femme, De sa famille, de sa vis-à-vis fille de sa handicapée. famille, de sa fille handicapée, etc. Mais même on le voit à la messe, on le voit prier. Ah oui, non, c'est... Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai dis bien. que le film, c'est une tranche, c'est-à-dire c'est au moment où il y a la défaite. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il discute avec... J'aime beaucoup Paul Reynaud. Très bien Oui, interprété, mais par, qui est lâche, tout à qui est fait, dominé tout à- par sa oui, maîtresse, qui est lâche, qui tout à est un pantin, qui est pour l'armistice. Ensuite, il est pour la guerre, on il sait est pas, pour tout à bon, fait. il est manipulé, etc. Et puis on voit comment ça se dessine. Puis ensuite, Mais ils nous font passer après. ça s'arrête. Historiquement parlant, je me demande si ça s'est vraiment passé comme ça à l'intérieur du gouvernement à ce Oh, bah, ils l'ont fait dans une réunion. Voilà. Je suppose que. Mais vous avez raison de vous poser la question, Baudouin. Ce film fait l'impasse sur toutes les voilà. questions On qui ne- se posent. on ne sait pas si De Gaulle avait pu monter dans un bateau pour aller rejoindre Bordeaux, il l'aurait fait. Mais d'ailleurs, dans le film, il était Bordeaux, on le voit. Le 18 juin, beaucoup de questions se posent sur ce fameux 18 juin et ce discours. Le discours qui est au musée de l'armée n'est pas le bon. Enfin, il y a Mais il y a aussi quelque chose qui m'a- de mensonges et de propagande Ou qui sont d'omission, insupportables. oui, il y en a Oui. une aussi Mais qu'on dans peut le film, relever. Oui. Il y en a une aussi qu'on Ouais. peut relever, c'est quand il dit que, effectivement, les chars, c'est vrai. C'est vrai que lui avait prôné les Oui. chars parce qu'il avait. Et l'aviation. Il avait prôné. Non, il avait prôné la théorie allemande qu'il a prise intelligemment. L'état-major français ne s'en occupait absolument pas parce que c'était des ringards. Et lui avait compris qu'effectivement, les chars. Mais si on prend son livre, le premier où il parle des chars, il parle pas du tout de l'aviation. Mais en 45, moi c'est quelqu'un qui me l'a montré. Oui, la nouvelle version qu'on il est a- sortie il en a 45, rajouté. il a rajouté les avions. Mais là, dans Pour le film, montrer il qu'il en avait parle une dès le début. préscience. Oui, Dans le mais, film, oui, mais ouais, c'est ouais. là Parce que où c'est il y a là, voilà. des erreurs entre guillemets historiques. Ah, Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr que sa relation avec Churchill est exactement la même qu'il y a dans le film. Parce que là, De Gaulle passe pour, on va dire, le libérateur de la France avant l'heure, et Churchill fait tout pour aller dans le sens de Gaulle, et même l'accepte quand il a, entre guillemets, renié la France à ses risques et périls. Alors qu'on sait que... Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il parle là de ce que voulait Churchill, ce qu'ils avaient proposé, c'est-à-dire pendant la période de de faire guerre, une seule- de faire une seule entité, France, c'est-à-dire France-Angleterre. France-Angleterre, qui serait ensemble, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on aurait été totalement dominé par les Ah bah Anglais, oui, effectivement. on serait peut-être même plus Non, mais français. c'est là où il y a des choses qui sont intéressantes Oui, aussi. non, dans mais le film reste intéressant. Voilà, on va dire que c'est un film intéressant Ouais. à voir pour le fait qu'il soit intéressant. Voilà, c'est un beau film d'anniversaire pour faire de cet homme, de ce bon catholique, de ce bon bourgeois, quelqu'un de merveilleux qui a quand même foutu en l'air la vie de millions de personnes. Excusez-moi, mais ça, c'est un film qui rentre dans
dans cet embellissement de l'histoire et dans la fabrication d'une réalité qui n'est pas la réalité. Et c'est un peu ce que De Gaulle a fait toute sa vie, c'était le mythe de ceux qui ont réussi. fabriquer son image. Et c'est un film de plus pour fabriquer une belle image. Malheureusement, la réalité est moins gaie. Un autre film, alors La Communion. Gay, G-A-Y. Alors la communion, j'aurais bien voulu vous voyez parce que ça intéresse en premier chef ceux qui sont quand même pratiquants et en même temps croyants. C'est de Jan Komaza, La Communion. Jan Komaza est un Polonais. C'est un film qui représentait la Pologne pour l'Oscar du meilleur film étranger. Oui. Et c'est un film, à mon avis, très fort. Alors moi, je le vois d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas un croyant. En tout cas, c'est un film qui est sur la foi, sur la prêtrise, qui est beaucoup plus intéressant que tous les films de chez Yann Caron, qui en fait sont des films totalement bavards. Là, c'est autre chose. C'est très fort. N'attaquez pas notre ami chez Yann. Quand j'ai entendu parler de ce film, ça m'a fait tout de suite penser au film de chez Yann Caron, effectivement. Oui, mais elle est bavard, là, ça n'est pas bavard. C'est très intéressant. C'est l'histoire d'un jeune, Daniel, qui était en prison, qui est un jeune délinquant. Il est très beau, le garçon qui joue. En plus, ça lui donne un aspect un peu christique par moment. Et donc, il est dans un centre de menuiserie où il travaille et il est très assidu à la messe. Et on sent que c'est quelqu'un qui a été touché par la foi, tel qu'il la comprend. Donc, il dit, moi, je veux aller au séminaire. Et son patron de la menuiserie qui s'en occupe, lui dit... Avec ton passé, tu ne pourras jamais entrer au séminaire, ce n'est pas possible. Donc, on l'envoie dans un autre endroit pour travailler. Là, comme il est un petit peu obnubilé par ça, il a une tenue de prêtre, il la met, et il fait croire à une jeune fille qui est là qu'il est prêtre, qui arrive dans le village. Et ça marche. Alors, ça marche plus ou moins, ça commence, mais toujours est-il que le prêtre du village a un problème et est obligé de partir se faire soigner. Et on lui propose de le remplacer. Et il le remplace. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que, effectivement, vous avez des scènes très fortes. C'est presque des séances de psychothérapie qu'il fait, lui. C'est-à-dire qu'il confond presque son histoire personnelle, ou en tout cas sa révélation pour lui du Christ, etc. C'est très fort. Et en même temps, il réveille le village. Parce que dans le village, il y a toute une série de gens qui ne peuvent pas se voir quelqu'un qu'on n'a pas voulu enterrer, parce que ça aurait été le responsable de la mort de plusieurs jeunes gens, parce qu'il conduisait la voiture en étant ivre. Alors on verra si c'est vrai ou pas, etc. Et il réussit à réconcilier les gens. Il est là pour eux. Il fait une véritable prêtrise, mais il y a des moments où on se dit, est-ce que c'est pas un gourou? Il fait de la psychothérapie aussi. Les gens, il les fait crier pour ce. C'est étonnant comme film. Il joue à l'animateur social en même temps. Est-ce qu'il se sent prêtre ou il joue à l'animateur social? En fait, la prêtrise, il s'en fout. Il parle du Christ par moment, parce qu'il fait des sermons, il parle du Christ d'une façon extraordinaire, en disant le Christ, on s'en fiche, on peut aller dehors, le Christ, il est partout, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il est habité par la foi, et en même temps, ça ne le gêne pas du tout de se travestir en prêtre et de jouer ça. C'est assez étonnant. Avec une scène, vous me dites, avec une scène difficile. À la fin, oui, parce qu'il est démasqué. Oui, mais... Il est obligé de partir. Oui. Et comme il y avait quelqu'un qui le recherchait, etc., il y a une bagarre qui dure quelques minutes, mais qui est très violente. Donc, dès que ça commence, fermez les yeux pendant 15 secondes. C'est une vraie histoire, non? C'est une vraie histoire. C'est basé sur des faits réels. C'est basé sur des faits réels. C'est un film très fort, à mon avis. Très bien. Et très bien joué par ce jeune qui s'appelle, c'est très difficile de ces noms-là, je ne sais plus, ça me reviendra après peut-être. Un nom polonais difficile, mais il est remarquable ce garçon. Très bien, eh bien nous irons. Très bien. Alors quoi d'autre? Je vais en parler. Oui. Cette semaine, il y a 13 films qui sortent. Oui. Il n'y en a pas un que j'ai eu envie d'aller voir, parce que quand je vois les sujets, et sur les 13 films, vous avez 6 documentaires. C'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié. C'est pour vous montrer le manque de scénario qu'il y a à l'heure actuelle. Oui. Sur 13 films, 6 documentaires. Il y a un assèchement de l'imagination. Oh là là, c'est plus qu'un assèchement. Mais Baudouin a vu d'autres films. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Baudouin? L'Appel de la forêt? Alors, L'Appel de la forêt, bon, la particularité de ce film, c'est que... L'apostrophe. Oui. Donc, c'est adapté du roman de Jack London, Call of the Wild. C'est donc le film est très bien fait, très bien monté, très bien réalisé, des belles images, surtout des beaux paysages de l'Alaska, de la nature.
Et bon, la particularité, c'est que tous les animaux sont faits en 3D. Oui. Donc ça, au début, quand on commence le film, on se dit ah non mais le chien en 3D qui a le visage, qui a des expressions de visage d'un humain, qui pleure, qui sourit. Mais pourtant il fait vrai. Mais pourtant il fait vrai. Enfin je veux dire, il a vraiment une tête de chien. Ouais. Mais bon, on se dit Mais c'est vrai que les chiens pleurent. On est plus proche du dessin animé que du film. Mais il a des mimiques, c'est ça. Moi j'ai vu la bande-annonce, donc c'est vrai que dans les la mimiques bande-annonce, sont gênantes. voilà, on le voit. Mais et puis c'est du Jack London, on n'a pas le droit de faire ça. Mais au bout qu'on fasse ça pour le roi lion Louis, c'est une invention. Oui, voilà. Mais au bout de 3 minutes du film, ça, on rentre oublie, dedans. On rentre dedans, on oublie. Et vous montez sur le traîneau. Ouais, on monte sur le traîneau, on suit l'histoire du chien qui est assez proche du livre, hein. Donc c'est assez bien pour ça. On trouve un Harrison Ford qui a vieilli mais qui est toujours au top. Ouais. Un Omar Sy qui fait du Omar Sy. Et qu'est-ce qu'il vient faire Omar là? Alors du coup, il a un rôle de postier. Voilà, il a un traîneau avec des chiens et c'est lui qui poste, qui fait tout l'Alaska en traîneau pour distribuer le courrier. Les postiers étaient noirs à l'époque à Alaska. Ah ça je ne saurais dire, je suis pas historien. Non, mais je pense pas qu'il y en avait beaucoup autant de Jack London. Mais du coup, non, le film est très bien fait, on rentre dans l'histoire et il y a quelque chose aussi de particulier, c'est qu'on se demande comment ils auraient pu faire avec des vrais animaux, parce que l'histoire est telle que le chien se met dans des situations quelquefois très compliquées, donc il s'en sort héroïquement, mais voilà, on se demande comment un vrai chien aurait pu faire ça. Donc finalement, c'était une bonne solution de fabriquer des chiens en 3D. Tout à fait. Enfin, pour le film, là, en l'occurrence, ça passe bien. J'avais vu la version des années 70 avec Charlton Heston, qui m'avait marqué aussi, mais le chien avait vraiment un rôle de personnage secondaire, alors que dans le film, c'est vraiment le personnage principal. C'est vraiment le personnage principal. Comme l'appel de la forêt, Cro-Blanc, c'est le chien. Voilà. Non, mais donc là, il y a vraiment l'aspect. Et la musique. La musique est très bien. Elle est bien, oui. Parce que c'est important dans de ce John genre Powell. De film. La musique de John Powell qui est très très bien. Bon. Non, c'est un beau film qui, on va dire, qui est à mi-chemin entre le cinéma d'aventure, la comédie et le drame. D'accord. Mais c'est très bien dosé, il n'y a pas de fausses notes, c'est bien écrit. Je veux dire, quand on est dans la comédie, on est dans la comédie, on arrive à rire et c'est pas trop. Quand on est dans le drame, c'est pareil. Quand on est dans l'aventure, c'est pareil. Non, c'est un film qui est très bien dosé et je veux dire, en ce moment, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu. Très bien. Et par contre, vous n'avez pas aimé En Avant de Pixar, des dessins animés Pixar, du studio Pixar. Pas du tout, et Disney Pixar. En Avant. C'est Pixel. C'est quoi alors? Donc c'est l'histoire de deux frères qui ont perdu leur père très jeune. Le dernier ne l'a pas connu et ils veulent comment dire, essayer. Le dernier n'arrive pas à s'affirmer en tant que jeune dans la vie. Il vient d'avoir 16 ans et il voudrait revoir son père. Donc ça se passe dans un univers un peu imaginaire, magique. Où donc eux ce sont des elfes et donc tout l'univers autour d'eux c'est dans un univers on va dire un peu mythologique. Il y a des centaures, des monstres, etc. Et il y a la magie, et leur père était magicien, et il leur donne une formule magique qui leur permet de le retrouver pour une journée. Ah, c'est ça, oui. Donc ça, c'est l'histoire. Donc en fait, ça part bien, on se dit, ça peut être intéressant. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux qu'on voit dans le film avec la quête. La quête, c'est assez sympa. Mais là où le film pêche, si je puis dire, c'est que déjà, c'est pas drôle. Pour un dessin animé Pixar, d'habitude, les dessins animés Pixar sont très, on va dire, centrés sur la famille. Il y a une réflexion très sérieuse derrière, mais ils font passer plein de petits passages drôles. C'est normal, un bon Pixar, c'est ça. Mais alors là, le film est pas drôle du tout. Quelquefois même, les personnages sont laids, sont pas forcément. Oui, je trouve que les dessins sont pas beaux. Le dessin est pas très beau. Le dessin est pas beau, oui. Et l'histoire, voilà. C'est moins beau qu'avant. Donc non, mais c'est pas très, voilà. Bon. On met de côté. Et vous avez enfin vu une série sur Netflix. Alors non, c'est un film. C'est un film. Spencer Confidential avec Mark Wahlberg. Et c'est un bon film noir. Donc c'est l'histoire d'un policier qui va en prison parce qu'il a frappé son supérieur, qui est pourri. Et après sa sortie de prison, ce supérieur-là meurt. Et il va mener l'enquête pour savoir qui l'a tué et pour démanteler le réseau qui a derrière. Des pourris. Et donc le film est très bien. Parce que c'est un film qui est sorti. Qui est sorti. Non, mais c'est pas une adapté série d'un livre. Adapté je crois, d'une série de livres ou de romans policiers. Donc Mark Wahlberg fait du Mark Wahlberg, c'est très bon, c'est drôle sans être hilarant, mais on est vraiment dedans. Et non, c'est un bon film noir. Bien, merci beaucoup. Alors, si, j'ai encore quelques... Oui, encore.
Alors moi, pour ceux qui ont envie d'aller voir des bons films et des films anciens, il y a le Mystère von Bülow de Barbet Schroeder, avec Glenn Close et Jeremy Irons. Donc ça, c'est à voir au Quartier Latin, pour ceux qui ont la chance d'être à Paris ou pas loin. Le Temps sans pitié de Joseph Losey, en noir et blanc. Je ne connais pas ce film, je n'ai jamais vu, mais Joseph Losey est quand même un grand, donc point d'interrogation. Et Vitelloni, les Vitelloni de Fellini, avec Alberto Sordi, l'histoire de ces glandouilleurs italiens. Et d'ailleurs, le terme de Vitelloni, ensuite, voulait dire les fainéants en Italie. Donc bon, ça, c'est à voir. Bon, c'est toujours bon de revenir en arrière. Oui, quand il y a tellement peu de films intéressants en ce moment. Donc, vous avez sélectionné La Communion et L'Appel de la forêt, De Gaulle selon les uns et pas selon les autres, Spencer Confidential, et vous avez mis de côté En avant de Pixar. Et vous recommandez, Frédéric, les 3 reprises. En tout cas, Le Mystère von Bülow et Vitelloni, oui, sont 2 bons films. Et l'autre, c'est Joseph Losey, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Il est en noir et blanc, il y a un bon casting, je crois. Mais Joseph Losey, c'est toujours une curiosité à aller voir, je pense. C'est toujours très très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne semaine, mes amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir Pierre Lours et Stéphanie Bignon. Pierre Lours est l'auteur de ce roman merveilleux qui s'appelle La Révolte des Silencieux, qui est une sorte de diptynègre contemporain. C'est des braves gens de province qui en ont assez de nos hommes politiques et qui les éliminent l'un après l'autre. Et c'est un roman qui m'a donné beaucoup de joie. Qui est dans le même esprit que le roman que nous avons traité de Philippe Collin, Qui a tué le maire de Paris. Je rappelle que Stéphanie Bignon est l'auteur de 2 livres, l'un qui s'appelle Cessez de nous libérer, avec vous, ma chère Anne, qui est déjà une réponse à la propagande, Cessez de nous libérer, et puis le 2e livre, beaucoup plus hard, sur la chasteté ou le chaos. Mais toujours une réponse à la propagande. Et toujours une réponse à la propagande. Oui, vous êtes tout à fait à votre place, finalement, ici. Vous aviez un doute? Non, aucun doute. Alors, le thème de notre émission, c'est la propagande dans tous ses états. Nous sommes tous 3 très sensibles à la propagande, nous la reniflons de très loin, et nous allons aborder d'abord le problème de 2 publicités qui sont très marrantes. Ensuite, nous parlerons du climat, ensuite de la propagande sur le coronavirus, et enfin les 2 papes. Donc le sujet, beaucoup de sujets. La pub, Pierre Lours, vous en avez repéré 2, celle de Volkswagen. Oui. Qui est une pub tout à fait esthétiquement agréable, puisqu'elle se passe sur un haut plateau, peut-être le Larzac, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a un très beau cadre. Et donc, tout d'un coup, on voit arriver au-devant d'une voiture qui est sur cette route, un troupeau de moutons blancs. Oui. Des beaux moutons blancs, et qui sont dirigés évidemment par un bélier noir. Voilà. Donc, avec des belles cornes. Avec très beau, en plus, très belle bête. Animal. Très bel animal. Tout à fait susceptible d'attirer la sympathie du spectateur. Et le bélier qui est là va stopper la voiture. Comme chef du troupeau, il prend les devants, il défend son troupeau, c'est le bon pasteur, et il stoppe la voiture. Et évidemment, le conducteur qui est au volant de la voiture, quand même, ne se laisse pas faire, et au volant de sa T-Roc, Volkswagen, va quand même écarter cet arrêt, cette injonction du bélier noir. Qui va se repousser sur le côté pour laisser passer la voiture. Voilà. Alors, si vous voulez, si on peut faire une lecture assez brève et très symbolique, évidemment, on a la diversité, le bélier noir, qui prime évidemment la grande majorité blanche et molle. Et oui, molle, en l'occurrence, c'est vraiment le troupeau de moutons. Mais néanmoins, les Allemands ne sont pas, des
des gens ils sont pragmatiques et ils savent bien que l'acheteur de Volkswagen, l'acheteur de voiture, c'est encore un acheteur blanc. c'est encore malheureusement un acheteur blanc. Donc on laisse passer quand même l'acheteur blanc au volant de sa T-Roc a quand même le dessus. Bon. Voilà. Et puis, autre publicité, alors qui est très récente, c'est Toyota. Ah oui, Toyota Yaris. Qui est quand même étonnante. Alors celle-là, c'est une publicité pour la voiture hybride de Toyota Yaris. C'est une voiture qui est fabriquée en France depuis longtemps. Et donc l'axe de la publicité, c'est de dire que cette voiture est vraiment française. Elle est très française. Très française. Et pour absolument ancrer ce message dans la tête du spectateur, on a pris un jeune métis qui a une bonne tête réjouie, sympathique. Du Maghreb. Oui, je pense qu'il vient du Maghreb. Et donc qui va épingler des scènes très françaises de la France. Voilà. Alors c'est la baguette, c'est la poignée de main peut-être. Enfin, il y a quelques scènes de la vie sociale française qui caractérisent la France. Les hommes qui sont pas d'accord politiquement. Voilà. La bise. Bon, etc. Et à chaque fois, il dit la scène. Et, ça, c'est très français, etc., etc. Et pour arriver évidemment à Toyota Yaris, qui est elle aussi très française. Alors, si vous voulez, cette publicité est intéressante parce que on peut l'interpréter comme étant un hymne à l'assimilation. Puisque ce jeune homme, qui a une tête très avenante et très sympathique, a l'air de se réjouir du fait que tout ça, c'est très français. Voilà, c'est une interprétation positive de cette publicité. Mais on sent quand même une espèce d'ironie. Oh, vous êtes terrible, Mercier. Petite ironie qui m'énerve. Ça vous énerve. Oui. Non, mais de toutes les façons, les trois quarts de ces pubs me hérissent le poil instinctivement. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je sens tellement les arrières. Et vous avez senti la même chose que moi, Pierre. Ne me mettez pas dans un clan de l'horrible personne. Bon, en il tout peut cas, y avoir un doute, effectivement. Regardez ces deux pubs parce que c'est quand même très intéressant. Très bien faites, les deux. Alors, passons au climat. Le réchauffement. Oui. Vous voulez que je continue ? Oui. Oui. Alors, j'avais fait un petit article sur Polémia qui s'intitulait Climanipulation. Oui. Bon. En fait, le but de cet article ce que je vais vous dire tout de suite, c'est pas évidemment d'apprécier si le réchauffement climatique est de la cause de l'homme ou pas. Ça, c'est un grand problème qui peut être tranché, qui d'ailleurs ne peut pas être tranché. Qui, à mon avis, dépasse l'homme. Absolument, complètement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner combien, justement, la question du climat, de tout temps, c'est le cas de le dire, a été... Il est drôle. a été vraiment au premier plan des préoccupations de l'être humain. Ouais. Je sais pas, si on commence par les Romains, si on commence par Machiavel, et par Henri Queuille, par Chirac, ils ont tous compris que grâce au climat, on pouvait distraire le peuple. Quel temps fait-il ? Voyez ? Ou est-ce que le temps va me permettre de gagner telle bataille, etc. Le climat était vraiment une question tout à fait qui polarisait l'attention depuis longtemps. Alors on peut voir, les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Le paysan, il se demandait si un jour il allait pleuvoir ou pas. Eh bien, la mère de famille, comment elle allait habiller le petit, elle mettait un pull ou pas de pull. Les pouvoirs publics, est-ce que ça va bien rouler sur les routes ou pas. Et puis vous et moi, chaque matin, comment je vais m'habiller. Bon. Donc le climat, c'est au centre. Hein, comme l'église avec les cloches était au centre de la vie. Sont encore. Oui, encore. L'imparfait n'est pas de mise. Ah, tant mieux. Bon. Et donc, à partir de là, si vous voulez, l'homme a toujours voulu essayer de faire la pluie et le beau temps. Et le problème, c'est que faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire contrôler le climat, ça a toujours été quand même très difficile. Et ça l'est toujours. Alors les Chinois, au moment des Jeux Olympiques, ont essayé de disperser des sels d'aluminium, je ne sais plus très bien ce qu'on disperse dans les nuages, pour qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Enfin, aux États-Unis, ils sont très avancés aussi dans le truc. Hein. Oui, ils sont capables de faire pleuvoir sur certaines parties. Voilà, mais alors c'est quand même toujours un peu approximatif. Enfin, il y a des tentatives. Même en France, alors là c'est un peu plus primaire, c'est bombarder les nuages avec des mortiers pour qu'ils ne pleuvent pas sur les vignes, enfin bon, des trucs comme ça. Bon, toujours est-il qu'on a essayé, mais c'est approximatif. Et là, miracle, avec le réchauffement climatique, nous sommes responsables
du mauvais climat. Alors il est mauvais, mais la puissance, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est toujours la puissance. Donc nous sommes du côté de la puissance satanique, c'est mauvais. Et alors, deuxième miracle, c'est l'effet qui se coule, si vous voulez, si vous me permettez cette publicité, c'est que on est responsable du mauvais climat, mais comme nous sommes des êtres extraordinaires, nous sommes l'humanité, Donc nous allons lutter. nous allons sauver Et nous a sauvé la planète Terre. et la Terre. Donc nous sommes à la Nous fois... allons sauver le climat d'ailleurs. Eh ben oui, Sauver le climat, c'est encore plus fort. oui, oui. Et donc on est à la fois Satan on est là, ouais. qui le pollue, et on est Dieu qui le sauve. Ouais. C'est extraordinaire, on est les deux. Donc on est encore mieux qu'on pouvait espérer. Quoi. On est à la fois la puissance satanique et divine en même temps. Mais Donc- enfin, on se prend pour Dieu quand même. Ah bah oui, bien sûr. Là, bien là, sûr, il y a un bien petit sûr. hubris caractérisé. C'est Ah oui, Un péché totalement. d'orgueil, peut-être. totalement. un petit péché d'orgueil. Enfin, c'est un gros péché d'orgueil. Oui, je pense. Énorme. Bon, enfin, il faut mieux en rire. Oui. Mais tout ça pour dire que quand on parle du climat, quand on écoute des gens parler du climat, je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir en arrière-plan cette espèce de volonté de puissance. Oui, oui. Voyez. Non, mais c'est sûr, les gens qui vous disent ramassez vos poubelles, il faut nettoyer la plage, ils ont en effet un sentiment de puissance. Et je suis content pour eux parce qu'en fait, ils n'avaient rien à faire jusque-là et tout d'un coup, ils sont en mission non plus pour Dieu, mais ils sont en mission pour la terre. Et ça leur donne un grand bonheur, vous avez raison. Ça leur donne une raison d'être. Oui. C'est quand même bien. Bon, Rien que de ce côté-là, je trouve que c'est positif. Bien sûr. Si on ne sauve pas la planète, au moins on sauvera le moral des gens qui sont Mais sur la oui, planète. ils sont- Puis alors, cette volonté de contrôler les autres aussi, Ah oui, c'est ah oui. insupportable. Ah oui. Bien sûr. Bon, Mais une volonté en fait, de nous priver de notre intelligence. Hein. C'est quand même ça le but, puisque vous l'avez très bien dit, finalement, le climat, là je vous rejoins complètement, un peu comme les éoliennes, qui aujourd'hui doivent finalement remplacer nos clochers. Ah Hein, oui. on finira tous avec un ventilateur sur la tête. Ah en oui, fait, oui, hein. oui, C'est ce qui absolument. il faudrait finir avec une auréole et on finira avec un ventilateur. Oui, oui. Donc on devient fou. Vous voyez ce que je veux dire? Le fou, on le voit avec son entonnoir et son ventilateur. Bon, ben c'est nous. Oui, oui. C'est ce que c'est l'homme que Contemporain. la Révolution voulait créer. Voilà, c'était, et donc il y a une volonté dans cette défense du climat très morale et très religieuse. Oui. Et extrêmement effrayante parce que on a remplacé une certaine vision de la morale très basée sur la loi naturelle, et puis qui était liée à l'usage, à notre humanité, à la loi naturelle et révélée, par quelque chose de complètement surfait, et qui, pour s'imposer, impose que nous devenions idiots. Oui, oui. Et souvent, je cite l'exemple. Quand on m'oppose une certaine perplexité, je dis, mais quand on est capable d'accepter ne serait-ce que le terme de tri sélectif, c'est que nos cerveaux sont gravement atteints. Parce qu'un tri qui n'est pas sélectif, je ne sais pas ce que c'est. Oui, là, on est dans le pléonasme. On est dans l'absurde. Et oui, mais on en a fait une discipline. oui, Donc, je veux dire, à partir du moment où on accepte ça, absolument. on est en danger de perdre notre libre arbitre minimum. Je l'avais pas repéré, le pléonasme trisélectif. Il Je suis était un peu, monstrueux. je suis un peu vexé. ah, mais vous avez toujours besoin d'une femme à côté de vous. Certainement. C'est comme le commerce équitable qui tacitement, finalement, si le commerce n'est pas équitable, c'est une escroquerie. Donc autrement dit, en disant commerce Absolument. équitable, vous validez la notion de commerce non équitable, donc d'escroquerie. Oui, oui, exact aussi. C'est comme l'agriculture bio, ça veut dire qu'il y a une agriculture qui rend malade et une agriculture qui rend pas malade. Donc s'il y a une agriculture bio, ça veut dire que l'autre aussi est légal, Oui. donc vous avez le droit d'empoisonner. Mais si vous voulez, vous pouvez passer à une agriculture qui n'empoisonne pas. Vous C'est voyez, exact, elle est redoutable. Elle est redoutable. C'est tout à fait vrai, Merci tout ça. Stéphanie, merci Stéphanie. Alors, un grand sujet maintenant qui commence à nous bassiner, c'est le coronavirus. Qu'est-ce que vous avez d'intelligent à nous dire sur Bon, le bah écoutez, sujet? moi, pour attaquer ce sujet, j'ai quand même apporté un masque. Et alors, si vous voulez, ce masque, bon, je vais pas le mettre parce que j'ai confiance en vous. J'ai peut-être tort d'ailleurs, mais Oui, enfin bon. je pense. Mais alors, j'ai trouvé que c'était... En plus, il est vert, un peu comme le vert de l'islam. Et je trouve que si j'étais musulman, et si j'étais dans mon combat pour instaurer une terre musulmane Oui. en France,
Ou plus exactement, réinstaurer, parce que vous savez que dans leur croyance, Ils tout y le étaient. monde était musulman Bien sûr. et que ils ont été dépossédés de certaines parties. Bon. Oui. Donc si j'étais musulman, et si je voulais que ma femme puisse, sans problème, se balader dans les villes, à la fois complètement voilée, mais en même temps le visage caché, ce qui est interdit par la loi, eh bien, je lui demanderais tout simplement de porter un masque. Un masque, alors je le mettrais un peu plus noir pour qu'il aille bien avec l'ensemble de la tenue, et le tour est joué, et les autorités, qui de toute façon ne poursuivent pas beaucoup non. ce genre Beaucoup. d'infraction, mais seraient encore plus embêtés. Voyez Bon, alors, Bon, enfin voilà Oui. quoi. qu'est-ce qu'on peut considérer comme Et propagande dans ce C'est vrai que domaine? pour la reconnaissance faciale, ça va être gênant à un moment Ah, donné. oui, Hein bah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que vous appelez propagande dans ces informations qu'est-ce qui relève de la propagande dans ces informations? Écoutez, D'abord la Chine. Est-ce que la Chine peut être considérée comme une source d'information extrêmement fiable sur ce qui arrive chez elle? Bah, écoutez, la Chine, c'est quand même avant tout un pays totalitaire. Et, la fiabilité dans un pays totalitaire est quand même très, très modeste. Très modeste. Très, très Voilà. minime. Déjà. Voilà, déjà Déjà, ça il faut commence se comme méfier, ça. oui. Voilà. Bon, évidemment, le monsieur Xi là, a une tête intéressante, mais enfin... Gentille et souriante. Oui, mais je alors ne là, confierai il pas. n'a qu'un œil. Bon, enfin voilà. Bien. Mais écoutez, il y a une enfin, ce genre de sujet, là aussi, comme le temps, c'est un sujet extraordinaire pour justement manipuler les esprits. Parce que c'est quoi comme sujet? C'est la santé. Vous avez deux questions le matin quand vous sortez. Oui. Quel temps fait-il? Et quand vous rencontrez le camarade, comment vas-tu? Bon. Donc la santé, impeccable. Oui, oui. Et à partir de là, un bon sujet, c'est la base pour la manipulation. Il faut un bon sujet. Parce que si vous avez un sujet qui ne prend pas, ça, vous ne pourrez pas manipuler. Donc il faut un bon sujet, avec une certaine réalité, parce qu'il y a une réalité dans le coronavirus, on ne peut pas évidemment le nier. Hein, et il y a des faits, vous avez, par exemple, au 9 mars, il y avait sur 1412 cas en France, il y avait 25 morts, c'est-à-dire moins de 2%. Sur les 1412 cas, vous aviez 80% d'asymptomatiques, c'est-à-dire ils n'ont qu'un signe, 15% avec symptomatiques et 5% de graves, seulement 5% de graves. Donc il y a des faits, il y a des choses tangibles. Bon, il y a des mesures de prévention qui sont bonnes, qu'il faut évidemment suivre, qui sont aussi tout à fait tangibles et très simples d'ailleurs. Et qui peuvent peut-être permettre, et c'est ça qui est assez intéressant, de nouveau peut-être de considérer un tout petit peu le voisin. C'est-à-dire faire attention à l'autre. Ça serait sympathique. Je sais bien qu'on est dans un pays à l'humanisme débridé, donc normalement nous sommes tous des saints. Mais allez, encore un peu plus saints que d'habitude. Ce serait fantastique. Bon, alors, à partir de là, si vous voulez, de cette réalité, de ce sujet qui est un sujet accrocheur, il y a plein de gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Bon, à commencer par le pouvoir politique. Parce que là, c'est extraordinaire. On parle plus des retraites, on parle plus des gilets jaunes, on parle pratiquement plus des élections. De tout ce qui se passe en douce, sous le grand manteau du coronavirus. Exactement. Bon, ça c'est et puis d'autres choses. Hein. Bon, les médias. Alors là, ils ont leur sujet. Ça, c'est tous les jours. C'est un feuilleton extraordinaire. Ils ont de la copie. Ils ont de la copie. D'ailleurs, je leur propose d'essayer de trouver, alors sous une autre formule, d'organiser une espèce de coronaton. Vous savez, il y a le Téléthon. Alors ça, le Téléthon, c'est une œuvre évidemment caritative que tout le monde peut soutenir. Que vous conseillez, évidemment. Mais le coronaton, alors il faudrait que ça soit sur une autre base. Ce ne serait pas pour aider je ne sais quel groupe de pauvres malades, mais peut-être pour... Enfin, je ne sais pas. Il faut trouver. Je pense qu'ils doivent pouvoir trouver parce que là, ils ont intérêt à organiser leur coronaton. Bon, et puis alors, sur ce genre de sujet, vous avez des gens qui ont des préoccupations et des engagements très différents qui peuvent se retrouver. Les mondialistes, pour lutter contre le virus, il faut évidemment que ça soit le monde entier qui lutte ensemble. Les nationalistes... Donc il faut un gouvernement central. Ah, absolument. Et puis de toutes les façons, ça les arrange puisqu'ils sont malthusiens et qu'il faut que une bonne partie de la population disparaisse. Puisqu'on est trop nombreux. Il faut que... Donc c'est ce que dit... Je vois un peu le coronavirus comme le rideau d'un théâtre, en fait.
J'ai peur que ce coronavirus soit vous avez raison, avec des éléments tangibles, mais ce soit le rideau. Et c'est-à-dire qu'on baisse le rideau permet de masquer ce qui va se passer sur la scène, et là on change le décor. Et quand on va réouvrir le rideau, quand le coronavirus aura disparu, eh bien, moult choses auront été... Oui, nous sommes d'accord, mais l'intérêt des manipulations, c'est que la plupart du temps, les manipulateurs sont dépassés. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est qu'en fait, ils sont à la fin plutôt le bec dans l'eau. Donc, je pense, si vous voulez, que cette période... Il y a une tentative de l'utiliser comme un rideau, comme un écran de fumée. Absolument. Voilà. Mais ils sont dépassés. Oui, mais ce que craint Stéphanie, c'est l'instauration d'un vaccin nouveau, un 12e vaccin, puisque les enfants en ont 11, donc on va en inventer un 12e. Oui, ce qui est effrayant, c'est le résultat de la manipulation, et par exemple, ce qui sera sûrement beaucoup plus létal que la maladie elle-même, c'est le vaccin qui peut-être va émerger, et que chacun ira chercher pour ne pas attraper le coronavirus et qui finalement attrapera une maladie au long cours. Voilà. Et ça c'est terrifiant. C'est pour ça qu'en fait, vous avez raison, il faut dénoncer ces manipulations, que chacun garde son libre arbitre, parce qu'encore une fois, ce qui est recherché, que ce soit écran de fumée ou autre, c'est de nous garder en respect, c'est-à-dire de nous donner peur. Oui. Et la peur est un inhibiteur de l'intelligence par excellence. Total. Donc surtout, n'ayons pas peur. Et puis, il y a une méconnaissance sur tout de même ce qui s'est passé dans ce laboratoire de Wuhan, on sait pas. Qui est quand même traumatisante. Il y a quand même une petite manipulation du virus. Moi, j'ai un témoignage à faire. C'est que j'ai eu l'imprudence ou la curiosité de faire 5G sur Google, chacun peut le faire, 5G coronavirus. Oui. Et je suis tombée sur une vidéo de LCI, donc on ne peut pas nous accuser de complot. Ce qui est votre genre. Et sur LCI, un reportage très récent qui montre, moi je le pose comme sujet de réflexion aux téléspectateurs, qui explique que grâce à la 5G, parce que Wuhan est un berceau de la 5G et qu'on était déjà en train de faire des tests, eh bien on va pouvoir remplacer les nombreux malades justement, grâce à la 5G, on n'a plus besoin d'eux, ils peuvent rester au lit, ils peuvent être soignés, parce que ils peuvent regagner le cimetière. Ça, c'est tacite, enfin je vais dire, je ne le disais pas, mais... et donc, il y a quand même... Et c'est là où je parle d'écran, et c'est qu'on est en train de nous changer le paysage, en nous tenant en respect, c'est-à-dire on est dans la salle, on a le rideau qui se ferme, on a le coronavirus qui nous hante, mais en fait en arrière-plan, il peut se passer des choses. Cela dit, je suis complètement d'accord avec vous, n'ayons pas peur, gardons confiance, ils vont perdre le contrôle à un moment donné. Alors, et justement parce que si vous voulez, ce rideau qui tombe là, il est intéressant parce que ce rideau tombe sur l'esprit. La principale caractéristique de notre époque, qui est l'agitation, qui est la fête, qui est la distraction, au sens profond de Pascal. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est autour de nous est fait pour qu'on ne puisse plus penser tranquillement, et qu'on soit attiré comme je ne sais quoi. Comme des mouches par la lumière. Mouches, voilà. Et donc, si vous voulez, là, en admettant que effectivement ce rideau tombe encore plus et soit encore plus opaque parce qu'il faudra rester chez soi, etc., à ce moment-là, les gens vont être un petit peu en retrait, vont presque être en retraite. Moi qui reviens du barreau, où j'ai fait une petite retraite de 8 jours, je sais que c'est fort agréable une retraite. Et donc peut-être que... Est-ce qu'ils ne vont pas peut-être prendre un petit peu conscience qu'il y a autre chose que l'agitation commerciale, conformiste qu'on nous impose? Vous voyez, ça serait intéressant d'essayer de les stimuler dans cette réflexion. Et puis réfléchir aux vrais problèmes. Stéphanie me parlait de manipulation génétique, de ce vaccin avec un gène de cochon. De l'utilisation de protéines animales dans les vaccins pour introduire des bases d'ADN animal dans les cellules humaines. Donc, mais comme vous le dites très bien, je crois que d'une certaine façon, ils ne gagneront pas, et on le voit très bien, je trouve, à travers ce que vous dites, c'est que la contrepartie aux actions diaboliques des grands tenanciers de la finance, qui finalement, c'est quand même ça l'objet, par la finance qui n'est qu'un outil, c'est le contrôle de la vie jusqu'à sa destruction. C'est quand même ça le but ultime. Donc,
Mais ce que vous dites est très très juste, et j'aime beaucoup ça, c'est que cette retraite forcée, si on l'ajoute à l'éclairage des consciences qui nous est promis par les apparitions de la Vierge à Garabandal, on peut imaginer que chacun chez soi trouve cet éclairage et peut-être qu'on est en train de vivre une préparation, la mise en place en fait de cet éclairage des consciences. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Exactement. Mais c'est pour ça, n'ayons pas peur parce non, que... mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors vous avez encore fait une analyse d'un événement de télévision, c'est ce téléfilm sur les deux papes. J'avoue que je ne me suis pas imposé le... Ah oui, je ne me suis pas imposé le pinceau de le regarder. Et figurez-vous que j'ai regardé ça dans ma cellule au Barou. C'est pas permis. C'est pas permis. Ça ne doit pas être permis. Vous êtes parti avec votre téléphone, votre vidéo le soir. Oui, je vous ai envoyé je vais courriel, vous dénoncer. etc. Je vais vous dénoncer. C'est pas possible. Mais les moines du Barou, qui est, comme vous le savez, un monastère traditionnaliste, sont des personnes qui vous donnent une liberté extraordinaire. Contrairement à l'image que, on a bombardé sur les traditionalistes et notamment sur le monastère du Barou, c'est vraiment, quand vous êtes là-bas, vous êtes dans un havre de liberté. Absolument. Et d'humour aussi. Oui. Il y a un moment donné, je rencontre un moine et je lui dis bonjour, je lui dis vous allez bien? Et il me regarde et il me dit je l'espère. Ce qui est extra. Alors c'est un anglais en plus. Hein. Alors il y avait de l'humour anglais, mais je l'espère. J'espère effectivement d'aller bien, mais je l'espère qui? Dieu. C'était magnifique, je l'espère. J'ai trouvé que c'était tout à fait une réplique extraordinaire. Bon, alors j'ai regardé effectivement Les Deux Papes sur Netflix, qui est l'histoire. Donc c'est un film très bien fait, très bien tourné sur justement les deux papes, c'est-à-dire Bergoglio d'une part et le pape Benoît XVI d'autre part. Et le film commence par Benoît XVI qui est encore pape. Et tout l'argument du film, c'est d'expliquer comment Benoît XVI va mettre sur le trône de Pierre Bergoglio. C'est l'idée principale du film. Et alors Ce qui est une idée fausse. Oui, bien sûr. Mais qui ça va bien en le disant quand même. Oui. Mais qui est accrédité à la fin du film par 10 secondes d'actualité. Donc on voit les vrais papes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image où on voit effectivement Bergoglio et Benoît XVI qui se donnent une accolade. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Bon, ils se donnent une accolade. Donc toute cette fiction termine par cette image qui évidemment est là pour attester, mettre le stempel sur la vérité. Bon. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que, là je vais faire vite, on voit donc deux personnages. Alors Bergoglio, alors lui il est sympa, très sympa. Il est humain comme tout, il est vif, il est intelligent, il comprend le monde, il danse le tango. Il a, comment dire, renoncé à un amour, à une femme, pour embrasser la vie de clerc, de prêtre. Et ensuite, et en plus, il bat sa culpe, parce qu'au moment des dictateurs, de la dictature militaire en Argentine, il n'a pas réussi à sauver autant de personnes qu'il voulait sauver. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, il n'a pas pu, il a été dans l'imperfection. Et ça le mine. Et donc, il s'en confesse à Benoît XVI, qui lui donne évidemment l'absolution. Ce qui est bien normal. Par contre, Benoît XVI, alors Benoît XVI, alors là, c'est évidemment, très bien incarné par un acteur, le nom m'échappe tout d'un coup, mais il est magnifiquement bien incarné. Alors, il est distant. D'ailleurs, il mange seul. Ah oui. Il mange seul. C'est un vieux conformiste. Vraiment vieux conformiste. Oui, c'est un vieux réac, quoi. Ouais. Il est diminué. Il a du mal à réfléchir, vraiment, il a les neurones qui sont quand même limites. Oui, on le dit d'ailleurs dans la croix. Certainement, il a dû être bête dès le début. Non, on dit qu'il réfléchit 10 minutes par jour. Ah oui, seulement? Oui, au moment de la publication du livre avec le cardinal Sarah, on a dit qu'il n'avait que, comme pour le maréchal Pétain, qu'il n'avait que 10 minutes de clairvoyance dans la journée. Mitterrand, il travaillait 1 heure par jour quand il était malade. Alors, je ne sais pas quel est celui qui a été le plus rentable. Enfin bon, peu importe. Alors,
il est diminué. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné, il regarde Bergoglio un peu d'une manière admirative. Et il lui dit, mais vraiment, qu'est-ce que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous raisonnez bien. Enfin, je ne sais plus exactement les termes, mais c'est ça. Il est admiratif. Et puis, il est complètement hors de la réalité. Enfin bon, il est encore pape, mais il est vraiment à côté de son trône. Bon. Et alors, en plus... oui. Et pas à côté de ses pompes. Oui, exactement. Et aussi, il se confesse. Il va se confesser à Bergoglio. Alors lui, il va se confesser réellement d'une faute réelle, Oui. hein, qu'on lui attribue dans le film, Oui. qui est d'avoir protégé les pédophiles. Alors qu'on sait que c'est exactement l'inverse. C'est lui qui a mené la bataille. Voilà. Oui. Mais il a protégé les pédophiles et il s'en veut à mort. Et vous avez regardé ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh ben, Mais c'est parce que c'était une punition pour c'était pour vous, l'émission. alors. C'était pour Oui, l'émission. oui. Voilà. Et puis j'espère que j'aurai quelques indulgences plénières et qui m'arriveront par je ne sais quelle voie. J'espère aussi. Voilà. Et donc, il se confesse à Bergoglio, qui, dans sa grande bonté, lui donne l'absolution. Et après cette confession, d'ailleurs, on sent qu'il a une gratitude infinie pour Bergoglio. D'ailleurs, à un moment donné, il lui joue une petite mélodie au piano, petit truc léger. Enfin, bon. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on termine sur une véritable image où les deux papes se donnent l'accolade et qui, donc, dernière image réelle qui atteste de la vérité de tout ce qui précède. Une belle œuvre de propagande sur Netflix. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lours, parce que je ne pouvais pas regarder ce film dont je subodorais toute la nocivité. Il y a des épreuves que je m'épargne. Alors, il y a une chose quand même pour rigoler à la fin. Il y a sur YouTube, vous tapez, vous faites, d'ailleurs, je pense qu'on mettra un petit peu de film dans l'émission. Oui. On voit, il y a 50 secondes, on voit un Anglais, un monsieur d'une soixantaine d'années, qui est dans une boutique de souvenirs et qui donne une astuce pour se protéger du coronavirus. Il prend un tout petit slip de femme très minuscule qui est décoré, j'ai vu ça, qui est décoré par la figure du pape. non, qui est décoré de l'Union Jack. Ah, oui. Et il se le met en masque. Mais alors, il vous dit ça d'une manière complètement sérieuse, avec un pince sans rire extraordinaire. Et je vous promets que c'est très drôle. Voilà. Et c'est le break slip. Merci beaucoup Pierre Lours, merci beaucoup Stéphanie pour ce retour sur la propagande qui est bien utile. Merci à tous les deux et revenez vite. Merci. Amis TV Liberté, à très vite.